dans les expressions d'anticipation des formes très diversifiées qui peuvent notamment se présenter comme des utopies ou des traités politiques qui sont proches de l'utopie, comme le texte d'Étienne Cabet qui décrit donc une cité idéale, ou la littérature des almanachs qui est très proche de l'actualité mais qui joue sur des formes d'anticipation très rituelles et très limitées en fait dans l'amplitude temporelle. On rencontre encore des formes de photoreportages dans la presse, telles que cette juxtaposition, vous voyez, plutôt pas étonnante, parce qu'il y a tout un message sur la modernité, etc., mais ce type de montage encore, par exemple. Ma question, c'est, peut-on étudier ces formes-là ensemble ou pas, et peut-on les étudier notamment au même titre que les romans de Verne, les écrits de vulgarisation scientifique ou les fascicules d'aventures fantastiques qu'on a tendance à choisir, en tout cas dans notre corpus d'anticipation. Cela me semble amener au moins deux questions. D'une part, comment l'anticipation accommode-t-elle en narration, en récit, en fiction, un ensemble de matériaux d'époque, verbaux et visuels, qui sont également présents dans le journal, dans la publicité, dans le discours philosophique, dans le traité politique, etc. Et d'autre part, peut-on estimer l'importance de l'anticipation dans son premier contexte, où elle rencontre des débats et des polémiques en vogue, mais aussi des formes d'expression et des dispositifs génériques déjà présents avec lesquels elle négocie. Pour examiner ces aspects, je voudrais considérer la fureur du radium qui s'empare du premier tiers du XXe siècle, sur une période qui va à peu près de la découverte des rayons X par Röntgen en 1895 et de la radioactivité par Becquerel en 1896, puis la découverte du radium par le couple Curie en 1998 et jusqu'à la mort de Marie Curie en 1934. Le radium me semble constituer un cas intéressant pour interroger les possibles de la science, l'expression de l'imaginaire social par ses applications au quotidien et ses modalités de mise en récit entre réalité, croyance et fiction. Les nombreuses propriétés qu'on prête au radium le placent au centre d'une hégémonie discursive, pour reprendre un concept de Marc Angenot, qui est présent à l'époque de sa découverte et qui se manifeste notamment sous la forme d'une radium-thérapie, d'après le terme d'époque, ou encore de Curie-thérapie. Bon, c'est très chargé, c'est pour vous montrer un panel de ce qui existe. Alors le radium guérit, comme vous le voyez. On peut l'utiliser à des applications dentaires, mais aussi pour améliorer la vue, pour remédier au rhumatisme, à la sciatique, à la goutte, pour traiter les voies urinaires par radiozone, donc par radium et ozone, ou encore les maux de rein, le faire aussi en cure thermale ou par inhalation de radon, qui est dérivé du radium. On peut espérer guérir l'impuissance par le suspensoir de radium. On peut ingérer des comprimés de radiovie, cautionnés par l'Institut du radium lui-même, prendre des bains de boue de radium pour traiter les blessures de guerre, etc. On ne compte plus les possibles attribués au métal qui mobilisent autant de croyances, qui sont guérir, embellir, fortifier, faire voir l'invisible, purifier, assainir, rendre lumineux, transformer, rajeunir, régénérer, etc. L'élément se distingue aussi en cosmétique, où sa supposée radiance est censée rendre radieux. Et par exemple, nous avons ce type de crème, la Thoradia, qui prône la santé de la peau. Vous voyez la mise en scène très visuelle avec la lumière qui éclaire le visage par en dessous. C'est pas la plus belle, il y avait des affiches, mais je les ai pas prises. Inventée ou mise en avant par un certain docteur Alfred Curie, qui n'est pas une invention, qui est véritablement l'homonyme ayant existé, mais qui a été évidemment habilement mis en évidence par la société qui a géré la chose, pour capitaliser sur le nom, bien sûr. Mais aussi le micro-radium, la crème radiacée ramée, et notamment vous avez un extrait du Matin qui propose un échantillon à titre gracieux à ses lectrices. Voilà. Donc, en gros, on peut aussi maigrir, on peut aussi combattre les rides, etc. Donc le radium peut tout, a priori, par les pouvoirs qu'on lui prête, il devient un élément central de l'imaginaire social et occupe un nombre significatif de champs discursifs, sciences, publicité, journalisme, mais aussi littérature. Par exemple, Paul Divoye fictionnalise le radium dans le journal des voyages avec un feuilleton intitulé « Le roi du radium », qui relate la confiscation
de la quantité mondiale de radium par un seul homme, le bijoutier Larmette, qui devient ainsi très puissant, non seulement parce que le radium est cher, mais aussi parce qu'il a la propriété de transformer de vulgaires pierres en des joyaux, donc des corindons transformés en rubis, en saphir, en émeraude, en topaze, etc. Donc le radium transmute, fait des miracles par rayonnement, et confirme en fiction les propriétés que lui prêtent les traités scientifiques et les publicités. Par exemple, on peut trouver cet extrait, donc celui de gauche, c'est un article de presse paru un an avant, la fiction de Paul Divoye, qui évoque les expériences menées par les professeurs Bordas et Berthelot sur la coloration des pierres qui seraient avivées par le radium. Et donc on a cet extrait, des corindons incolores sont devenus jaunes, d'un jaune doré brillant, etc. Mais le récit de Paul Divoye s'intègre surtout dans les codes du roman d'aventure, avec les péripéties et le tour du monde, comme le met en évidence l'annonce du petit journal que vous avez en vis-à-vis. Paul Divoye, chacun le sait, excelle dans l'art de manier, d'animer et de varier à l'infini la fantaisie instructive, qui, dans ses voyages excentriques, a peuplé la terre entière, où peu s'en faut, de ses légendaires créations. Le célèbre auteur des 5 sous de la Varette vient d'écrire un passionnant récit mettant en scène un étrange personnage, le roi du radium, dont il va conter l'infernal génie en une succession d'épisodes qui feront faire au lecteur le tour du monde de la façon la plus originale et la plus fertile en péripéties. Bien sûr, c'est un détective, c'est Dick Fan qui va affronter le roi du radium à la demande de la fille du patron de l'Association mondiale des pierres précieuses, qui sont donc menacées, puisque quelqu'un a trouvé le moyen d'en faire d'autres. Donc, produit miracle aux vertus magiques, le radium sublime les merveilles de la science, ce qui en fait un support tout désigné de l'extraordinaire et un vecteur de thématisation de l'émerveillement. Ce qui se retrouve et qui rencontre en fait les louanges de la science et la rhétorique hyperbolique de la publicité. Un exemple encore, un article scientifique de Maurice Guinaud, donc dans Je sais tout, les merveilles du radium, où on voit à peu près comment il commence, puisqu'il considère le radium comme un 5e élément, comme une précieuse amulette. Il le compare aux effets magiques de la lampe d'Aladin. Il utilise le champ lexical du merveilleux, qu'on retrouve par ailleurs dans le magique du crayon au radium, ou dans l'épatant allume-cigarette perpétuel au radium. Ce type de discours qui sont en coprésence dans la presse. Alors l'émerveillement fait même spectacle avec les danses radium de Loïc Fuller. Vous voyez dans cet extrait de chronique signé Émile Baird qu'il souligne à la toute fin que désormais c'est le corps de la danseuse qui irradie sa propre lumière et qui devient phosphorescent. Le mot radium lui-même fait office de marque, de label, qui autorise le transfert symbolique des propriétés de la substance. On a déjà vu le jeu sur le nom même de Curie, qui avait son importance. Ici, cette fois, à des objets de commerce, de produits dérivés. Par exemple, le bracelet-montre lumineux, ou encore la boussole au radium, lumineuse la nuit, ou encore le ferment radium du docteur Le Tanner, dont on se demande vraiment s'il y a du radium dans ce ferment. Plus parlant encore, la lame scientifique radium, qui en fait porte ce nom parce que ce sont les usines radium de France qui la produisaient. Donc a priori, rien à voir avec la substance elle-même. Donc l'élément traverse sans peine des champs discursifs qui sont à la fois distincts et convergents. Ainsi, le champ journalistique peut extrapoler sur les possibilités de telles possibilités du radium, là où les productions littéraires en parleraient moins, et à l'inverse, les discours littéraires peuvent donner une présence forte à un fait social mineur, voire complètement oublié. Mais dans ce cas-ci, on voit vraiment une cohérence entre ces types de discours qui ont l'air de se répéter les uns les autres. En fait, en deçà des divers domaines de pratique qui convoquent le radium, il existerait une topique commune, celle de l'interdiscours, pour reprendre le modèle du discours social, qui postule l'approche donc par une sorte d'interdiscursivité généralisée qui est ensuite réappropriée par les champs pratiques, la littérature, la philosophie, etc., la politique. Et donc ça permettrait de postuler un système régulateur qui préside à ces champs discursifs et qui peut-être permettrait de rendre compte comment on peut, par exemple, formaliser ou comprendre les présupposés liés au vraisemblable sur lequel s'appuie la conjecture romanesque rationnelle entre imaginer, extrapoler, attester, contredit, démenti.
Donc la notion même d'imaginaire social, d'ailleurs, invite à revoir le clivage entre fait et imagination, les deux étant beaucoup plus proches qu'on le penserait, puisque c'est déjà formalisé dans un discours. Il y a une forme de storytelling très expansif autour du radium dans le premier tiers du XXe siècle, qui est conforté par l'imaginaire lié à la radioactivité et par les pouvoirs de l'onde. Le plus sûr indicateur de cette dimension hégémonique, me semble-t-il, c'est précisément que la presse, et surtout la petite presse, va s'en emparer pour la tourner en dérision. Alors on feint par exemple de s'étonner qu'on a retrouvé des remèdes à presque tout, sauf à la calvitie. C'est-à-dire qu'on a découvert le radium, mais on n'a pas encore trouvé moyen de soigner la calvitie. Et c'est à douter de la civilisation, du progrès, nous dit le Pellemel. On décline à outrance ces applications jusqu'au prosaïque, comme par exemple le caséum, qui est censé rivaliser avec les vertus miraculeuses du radium, au point qu'on invente des mesures en quantale vapeur ou livarowatt dans le journal amusant. Vous avez un extrait juste en dessous. Aussi, on le prosaïse par l'ironie, en contestant finalement son omniprésence. La scénette que vous voyez à gauche, dessinée par Henriot, représente donc un homme qui confond le radium et les allumettes chimiques, comme si la première chose à deviner, c'est bien sûr c'est le radium qui l'a fait, mais non, en fait non. On pousse aussi les effets du radium jusqu'à l'absurde, en imaginant, dans le matin 1920, le meurtre guérison par le radium, dans cette petite scénette qui montre « Donnez-moi 1 kilo de radium, c'est pour guérir ma femme d'une angine ». Et enfin, on raille son inaccessibilité, parce que c'est une substance extrêmement chère, bien sûr, avec une blague façon Toto dans Le Petit Parisien, où on montre Toto contraint, pour des raisons économiques, de préférer au radium une boule de gomme, qui finalement sera tout à fait un excellent remède en cas de rhume, puisque c'est bien ce dont il s'agit. On voit que ces blagues, par la réactivation du microgenre de la nouvelle à la main, ou la déclinaison de la potacherie, permettent de saisir le charme discursif du radium, je reprends aussi un terme de discours social, c'est-à-dire ce qui le rend acceptable, compréhensible, ce qui contribue à son efficace dans un état du discours social. Et cela mène à considérer le travail des fétiches et des tabous, de ce qui plaît ou pas autour du radium, dans l'anticipation travaillée par le discours social. Alors on vient de le voir, le radium, il a pour lui sa viralité, qui permet une extension majeure de sa surface médiatique, de ses supports, de ses dynamiques de polarisation autour de plein de thématiques différentes qui pénètrent dans le quotidien. Il a aussi pour lui sa dimension polémique, en fait, parce qu'il est au centre des débats qui, au départ, portent sur sa nocivité, et qui est très, très rapidement soulignée. Par exemple, dès 1900, Pierre Curie a fait l'expérience de la brûlure sur lui-même, une brûlure qui ne guérissait pas facilement. Becquerel aussi, qui avait un tube contre lui, a vu une blessure s'installer, qui a pris 3 mois à guérir, enfin, bref. Donc c'est tôt mis en évidence, ce type de problème. Mais par ailleurs, ça va être résorbé ou déplacé dans une autre manière de considérer les choses. Il ne serait pas tant nocif que mal dosé. C'est-à-dire que le radium serait efficace à petite dose et un mauvais dosage deviendrait nocif. Donc ça réduit son danger, en fait, à un problème de quantité et d'intelligence dans la manière de s'en servir. Pourtant, il y a quand même, bien sûr, des polémiques à l'époque, les maladies qui se déclarent, etc. Et notamment, quelque chose qui s'est passé dans le New Jersey, les Radium Girls d'une usine qui, en fait, était spécialisée dans la peinture des montres pour les rendre luminescentes à destination de l'armée, ont déclaré des cancers, des maladies, etc., notamment parce qu'elles peignaient, mais elles utilisaient leur bouche pour affiner le pinceau, donc elles déclaraient des maladies, etc. Donc il y a eu tout un procès autour de ça. Longtemps après, puisqu'on est 15 ans après, ici, on a encore l'écho de ceci dans L'Intransigeant, victime du radium et des réveils matins, où la dernière victime enregistrée est sur le point de mourir. Et on rappelle cette affaire et surtout l'indemnisation nécessaire par la compagnie. Et voyez en vis-à-vis le type de choses qui étaient annoncées, donc ces montres lumineuses quelques années auparavant. En fait, donc sa nocivité est relative, présentée, enfin en tout cas minimisée dans la presse jusqu'à ce type de polémique. Et ce qui semble être
davantage mis en avant, c'est le problème de maîtrise du radium. Le fait qu'on risque de le perdre parce qu'il est coûteux. Et on trouve par exemple ce type d'annonces, de petites annonces de recherche du radium perdu dans le métro, par exemple, ou cette thématisation, enfin, présentation très sérieuse, mais en fait, on peut difficilement s'empêcher de la lire avec ironie. Donc, un malade a avalé les tubes de radium qui servaient à le soigner. Or, il y en a pour 36 000 francs. Et donc, les docteurs suivent à l'aide de la radioscopie le trajet accompli par les tubes qu'il s'agirait de récupérer. Donc, ce qu'on voit là, c'est que le discours social minimise certains aspects, retravaille ça de manière significative. Alors, la théorie du discours social développe une approche en synchronie qui vise à une contemporanéité en temps réel. Il s'agit de cerner l'efficace discursive dans son contexte et en reconstituant cette part contextuelle aussi complètement que possible. Or, en ce qui concerne l'anticipation, la modalité conjecturale pose problème parce qu'elle est à la fois indissociablement située dans son présent, mais portée à un décrochage par rapport à lui de différentes manières. Et cette tension-là est difficile à reconstituer rétrospectivement dans la mesure où la conjecture tend à se confondre avec l'obsolescence, c'est-à-dire la disparition dans un délai donné, généralement celui de l'épreuve de vérification par le calendrier ou par les faits historiques. Cela produit une réception du discours d'anticipation selon deux principales modalités, le discours visionnaire ou le discours périmé. Dans le cas du discours visionnaire, il a vu, d'une manière ou d'une autre, sa dimension anticipatoire, trouver un prolongement, une confirmation, une réalisation dans le réel. Par exemple, les robes en étoffe radium qui sont évoquées comme une conséquence imprévue de la découverte de Curie, sur un mode plutôt farfelu, humoristique dans le pêle-mêle, ont déjà été évoquées dans la fiction, donc la mode aux courses, qui précédait de 3 ans. Oui. Par ailleurs, le discours périmé, quant à lui, est invalidé par le réel. Et l'erroné, sur le plan factuel, fait basculer l'énoncé initial, même sérieux, dans une forme de fantaisie, qui serait une forme de fiction aussi. Devient fiction ce à quoi l'histoire, avec un grand H, n'aurait pas donné raison. Cette variabilité n'est pas très éloignée de celle qu'on peut observer à propos des théories scientifiques anciennes, dont certaines sont déjà considérées comme invraisemblables ou invalides dans leur premier contexte, et donc reçues comme de la fiction, alors même qu'elles ne sont pas voulues comme telles par leur auteur. On a par exemple cet exemple de Marshall Gardner qui voulait justifier la théorie de la Terre creuse en expliquant qu'une certaine variété de mammouths retrouvés n'avait pu survivre à cette époque en s'étant réfugiés dans le cratère du pôle qui serait l'ouverture de la planète. Bien sûr, il répondait à d'autres théories sur la Terre creuse, mais ça a été largement aussi raillé de son temps. Alors, en ce qui concerne le radium, si on mesure aujourd'hui sans peine toute l'imposture des propriétés cosmétiques de la chose, ce qui doit surtout intéresser une étude de l'anticipation, c'est leur prise en charge dans le premier contexte, le contexte discursif initial. Et on notera que l'élan enthousiaste, tout à fait sérieux, s'accompagne de doutes, de réserves et de craintes, mais que celles-ci s'expriment plus volontiers dans le discours littéraire et journalistique que dans le discours scientifique. Il semble y avoir un partage des rôles discursifs. La science met en évidence les expériences en cours, au champ d'application en continuelle extension. Le discours journalistique dénonce ponctuellement les fausses croyances, tout en laissant une large place à la publicité dans ses pages. Donc elle maintient une sorte de contradiction dans ses modalités. Et la fiction prend en charge les scénarios les plus graves, en jouant une forme d'aventure échevelée. Par exemple, pour la presse, cette dénonciation des charlatans qui font du radium une panacée. On trouve ça dans le pêle-mêle en 1907, c'est du dessous d'abord. Il est question de faire taire les bobards à son sujet. Donc, on trouve dans la presse elle-même des dénonciations par rapport au discours trop présent en fait autour des possibles du radium, mais ça coexiste, cette dimension trompeuse dénoncée, avec la merveille, justement la rhétorique de la merveille du radium dans les mêmes pages. En littérature, on a par exemple ceci, donc des feuilletons, où les savants de la planète Terre sont montrés comme inférieurs aux martiens dans l'anneau de lumière, dans l'exploitation du radium. Donc c'est un roman scientifique d'aventure de Léon Miral et certain Alphonse Berger, qui signe Avigé.
Et donc qui montre que le problème là, c'est la maîtrise du radium, et les martiens seraient plus avancés dans cette maîtrise. On trouve aussi la volonté de ne pas laisser échapper les choses, mais de voir justement des scénarios dystopiques autour du radium chez Léon Groc, la fuite du radium, qui imagine l'enquête menée par un reporter du grand journal dans une France sans radium suite au cambriolage de l'Institut du radium, problème qui va devenir mondial aussi. Alors significativement, le feuilleton est présenté avec ces formules, donc les anticipations de Léon Groc, et on insiste aussi sur le fait que c'est un roman rapide et émouvant d'aventure et d'amour, où on notera l'accumulation totalisante des codes génériques. Par ailleurs, on a déjà vu le scénario de vol mondial dans Le Roi du Radium de Paul Divot, 25 ans plus tôt. Récit qui significativement sera intitulé Le Radium qui tue lorsqu'il sera réédité chez Talandier en 1935, et qui comporte notamment l'épisode de la mort criminelle d'une femme à qui on a fait absorber la poudre de radium et qui s'est consumée vivante progressivement. Donc la substance là est montrée comme une arme létale qui brûle l'épiderme et qui dissout les corps. Par ailleurs encore, on thématise le radium comme une force occulte. Chez Gaston Leroux, dans Rouletabille chez Krupp, qui est un roman d'espionnage, un feuilleton d'espionnage en fait, on lit ce passage. On traverse des salles où se poursuivent actuellement des travaux que n'aurait point renié l'orgueil et l'audace des alchimistes. Le radium ne va-t-il pas permettre un jour prochain de réaliser tous les rêves de la science occulte du Moyen-Âge ? Science occulte, mais dans un contexte où justement deux nations sont en train de s'affronter et où il y a eu kidnapping d'un savant français pour le détourner son savoir, pour fabriquer une arme au service cette fois-ci des Allemands pour vaincre les Français. Donc ce qui est en jeu avec l'anticipation, c'est pas tant la fiction comme capable de prédiction que le fait que l'on a pensé une chose ou un événement comme possible avant sa création effective, que celle-ci advienne ou non. Et certaines œuvres privilégient un statut intermédiaire par rapport à l'épreuve de confrontation au réel. Soit que la date de prédiction ne soit pas encore passée, c'est le cas notamment de certaines fictions qui se situent volontairement à des milliers d'années, comme La mort de la Terre de René Henné, ou que la date ne soit pas précisée clairement, qu'on ait un cadre narratif assez flou, qui doivent se lire comme un monde alternatif ou un monde inversé par exemple, ou encore qu'on se situe dans des récits de space opéra ou qui sortent du référent planétaire. Donc le radium génère de l'anticipation, quant à lui, dans la mesure où il thématise la part inexplorée du mystère. Non seulement il mobilise la rhétorique de l'événement fabuleux, et motive la description de la merveille, parce que ses propriétés sont largement ignorées du commun et des scientifiques eux-mêmes, ce qui instaure d'ailleurs une forme de temporalité de la découverte progressive en temps réel. Mais en plus, il illustre la science investie au quotidien et il symbolise la marche du progrès. Alors ces éléments de mythification sont le mystère, donc l'énigme la plus troublante de ce siècle, tel que le qualifie Le Matin en 1903. Il fait l'objet aussi de monstrations de la science progressant par essai et erreur. Par exemple, on ne peut pas guérir le cancer, mais on fait changer les couleurs des pierres. Et aussi, il est l'objet de ce type de légitimation scientifique du merveilleux, comme dans cet extrait du Matin de 1903, qui donne raison, qui montre que la science a donné raison aux visionnaires, utopistes, quêteurs d'impossibles, donc à propos justement des possibilités du radium, sous la forme d'un faux courrier de lecteur, ou peut-être d'un vrai courrier de lecteur, en tout cas c'est dit comme reproduisant une lettre de lecteur. On serait tenté de penser que plus un discours envisage l'étendue des possibilités du radium, et plus il se situerait dans la fiction. Mais il faut aussi considérer le registre de traitement de la thématique, parce que la fiction n'est pas nécessairement la part la plus imaginaire des discours sociaux, et la frontière est ténue entre le vraisemblable moqué, la fantaisie assumée, ou encore l'incroyable pris au sérieux. On peut encore comparer l'anecdote présentée comme sérieuse, un article intitulé « Les yeux de radium », qui raconte dans le Petit Journal en 1931 comment un officier allemand serait capable de voir au-delà des apparences, ce qui pourrait permettre d'envisager de voir l'âme humaine ou de décoder des secrets, tout cela dans un imaginaire de l'espionnage, un fantasme social de l'espionnage. Et par ailleurs, une micro-fiction, Le Lorgnon au radium, présentée comme une forme de blague dans le journal amusant, et en plus une entreprise de désillusionnement. Ça permettrait de voir si on ne se fait pas arnaquer, par exemple, par l'interlocuteur, parce que ça permet de voir ce qu'il y a dans son portefeuille, ce genre de choses. Il n'y a que le traitement, la prise en charge qui diffère, mais la thématique est exactement la même. Donc on voit coexister, sur le même mode, la fantaisie de pseudo-invention, par exemple dans Le Rire Rouge, l'édition de guerre, avec ce galon radium lumineux,
qui obligerait les troupes à saluer les officiers même la nuit. Donc on a une scénette comique qui fonctionne sur une forme d'extrapolation sommaire, peut-être réalisable mais sans véritable intérêt, qui est motivée surtout par le jeu, par l'application excentrique, façon concours Lépine un peu parodique. Mais on a aussi la croyance vraie en une chose fausse, présentée par exemple comme accréditée par la caution scientifique. C'est le cas de l'extrait que vous avez à côté, qui prend en sérieux la question de l'éternelle jeunesse et qui évoque une anecdote américaine pour justifier cela. On a aussi le traitement journalistique des possibles du radium dans les codes du feuilleton. Par exemple, un article intitulé « Les merveilles du radium » mais signé Dr Ox, donc avec intertextualité littéraire de Verne. Et par ailleurs l'inverse, c'est-à-dire des fictions qui intègrent les codes du reportage médiatique, comme On vole des enfants à Paris de Louis Forest, qui retrace comment un savant fou veut implanter du radium dans les cerveaux d'enfants kidnappés pour en faire des surhommes, parce que le radium assécherait le cerveau et justement enlèverait l'eau qui empêche d'être intelligent. Voilà. C'est un peu la méthode. On voit que les prises en charge de la merveille scientifique peuvent aller jusqu'à mobiliser deux procédés inverses, qui sont en fait, à mon sens, des cas limites. D'une part, souligner la nature fictive du référent, en dépit de son existence effective, comme lorsque la presse fait entendre la contestation d'un savant allemand affirmant que le radium lui-même n'existerait pas. Et d'autre part, la mise en évidence du fait que la réalité elle-même dépasse la fiction, comme une anecdote d'un crime au moyen du radium, rapporté dans Les Échos, la science auxiliaire du crime, du Petit Journal en 1931. Alors l'approche par le discours social privilégie non pas la référence du texte au monde, mais du texte à d'autres discours, dans la mesure où le réel de référence est considéré comme déjà thématisé, représenté, interprété, sémiotisé dans les autres discours. Dès lors, la nouveauté, la notion de nouveauté ou l'échelle de nouveauté devrait être considérée non pas d'un point de vue ontologique ou thématique, mais par rapport à ce qui fait nouveauté selon la prise en charge par le discours et en contexte. C'est sans doute aussi cette interdiscursivité-là qui justifie la dimension très médiatiquement construite du radium et qui peut-être explique pourquoi le journal s'empare assez vite de cet élément-là pour sa propre mise en évidence et sa propre promotion, comme par exemple dans Le Matin qui se prend de philanthropie et décide d'accorder 30 000 francs au professeur d'Arsonval engagé dans la recherche sur le radium. Généreusement, on lui laisse cet argent. Et c'est affiché dans cet article. C'est ce qui permettrait aussi de comprendre pourquoi les dispositifs pragmatiques de la presse elle-même intègrent la question du radium, et notamment dans un extrait assez hallucinant de La Presse qui répond à un lecteur ayant lui-même le pseudonyme Radium. Radium, fidèle lecteur, me demande une recette d'eau de Cologne. 1913 dans La Presse. Le thème devient aussi un moyen de positionnement entre périodiques, comme par exemple un passage du Mercure de France qui mentionne qu'il n'y a point d'ailleurs un lecteur du Petit Parisien sur 100 000 qui se fasse du radium une idée pas trop burlesque. Donc en gros, on a la petite revue qui se moque de la petite presse dans son traitement du radium. Plus encore, le radium va avoir son propre périodique, puisqu'il y aura une revue Le Radium, dirigée par Henri Farjas, qui est diffusée en 1904, et qui allie information et promotion de la chose. Donc j'arrive en conclusion. L'anticipation nécessite donc de reconstituer les conditions mêmes du possible, telles qu'elles étaient initialement en vigueur, car l'objectivement possible côtoie le subjectivement possible, c'est-à-dire ce qu'on croit comme possible ou qu'on présente comme possible. Il faut ensuite croiser ces conditions de possibilité avec les modes d'expression employés, en intégrant registres, supports, matérialités, qui interviennent dans les constructions de pactes de lecture. Cela nous montre à quel point il est important de dissocier le récit conjectural comme une poétique textuelle, la prédiction comme logique temporelle et la thématique d'anticipation comme résultat d'un travail particulier sur l'interdiscours. Et dans cette dernière optique, on peut essayer de cerner la manière dont les discours s'inscrivent ensuite dans des dispositifs attribués, donc les œuvres ou les genres, comment ça négocie avec des dispositifs génériques existants. Véritable phénomène de société, la fureur du radium permet d'observer une labilité particulière entre l'espoir, la croyance, l'erreur et la fiction. Sa place de choix dans l'hégémonie discursive en fait une formation à la fois située et interagissante, capable d'interroger les possibles de la science, d'étendre le merveilleux aux usages du quotidien, de relier le discours scientifique au domaine de la publicité et de mettre en abîme la part médiatique des préoccupations scientifiques.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il faudrait nier l'inventivité de la littérature ou sa spécificité. Mais il me semble que l'essentiel du problème vient du fait qu'on tend à concevoir que la créativité de la fiction d'anticipation résiderait principalement dans l'imagination de ce qui n'existe pas encore dans le réel. Parce que la situation est plus complexe. D'une part, il y a des cas de simple extrapolation, des choses ou événements existants déjà dans leur premier contexte sont intégrés à la fiction, généralement amplifiés ou déplacés. Et dans ce cas, c'est moins la supposée vérité d'anticipation qui compte que la nature du déplacement qu'elle opère sur le réel, compte tenu des particularités de la fiction romanesque. Et d'autre part, il y a notre propre méconnaissance, en fait, qui génère des illusions rétrospectives propres à nous faire prendre pour le produit de l'imagination, notamment littéraire, des objets ou des faits ou des connaissances qui en réalité existaient déjà. Et on sait, enfin, je me suis fait prendre un moment, je pense que par le théâtrophone qu'on a voulu mettre sur le même plan que le téléphonoscope, alors qu'il existait déjà au moins depuis 1881, breveté, etc., et bien mis en évidence par des affiches. Donc, lorsqu'il est repris par Robida, il existe déjà, il est attesté. En somme, il faudra voir en quoi la littérature d'anticipation soit confirme par redondance ou reprise ce qui existe dans le discours social, ou alors contredit par déplacement, par infléchissement, l'hégémonie discursive du moment. Et cela en tenant compte d'une distribution scalaire des tendances. Plus proche de la publicité, on serait davantage proche de la rhétorique monstrative, il s'agit de faire aimer un produit. Plus proche de la science, on serait davantage dans la modalité assertive, il s'agit de convaincre d'une vérité. Plus proche du feuilleton, on serait davantage dans la diégèse, dans la narration, la mise en récit. Et ces effets de cohérence qui font l'anticipation, que j'ai souhaité considérer ici au sens très très large, sont en fait indissociablement liés à la fois au discours social et à sa ressaisie dans un champ de pratique discursive. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.